Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Aujourd'hui, je suis à Rennes, au centre du psychotrauma rennais, en compagnie de Vincent Toreton et de Marilène Bobet. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous introduire, s'il vous plaît ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Toreton, je suis psychologue du travail et thérapeute dans un cabinet près de Rennes. Marilène Bobet, je suis psychologue, à l'origine psychologue du travail également. À l'heure actuelle, j'interviens en libéral au sein du centre de psychotrauma rennais sur des prises en charge individuelles et collectives. J'interviens aussi en parallèle auprès d'une unité opérationnelle de soutien psy auprès des sapeurs-pompiers du département d'Ille-et-Vilaine, également sur de la prise en charge individuelle et collective. Vous êtes tous les deux de formation psychologie du travail, vous avez tous les deux une approche thérapeutique en rapport avec le trauma, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail, par exemple ? La QVT, comme on a l'habitude d'en parler, QVCT aujourd'hui aussi, qualité de vie et conditions de travail. C'est des actions qui vont participer à améliorer donc la qualité de vie des salariés, parce que c'est une obligation des employeurs, du coup, de participer à ça. C'est un suivi, ça suit aussi les risques psychosociaux, les RPS, qui quand même sont des notions qui sont développées depuis longtemps. C'est des actions qui vont se centrer principalement sur le management, sur les compétences des salariés, sur les conditions de travail, l'organisation de travail, sur tous les facteurs globalement qui participent à améliorer la santé et la prise en charge des salariés dans l'entreprise, quoi. On entend souvent parler de qualité au travail, on entend aussi souvent parler de burn-out. Qu'est-ce que c'est le burn-out ? Est-ce que c'est une vraie maladie, le burn-out ? Alors, il est reconnu officiellement depuis 2019 par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie, et depuis très récemment, puisque c'est depuis juin 2024 qu'il est reconnu comme maladie professionnelle par l'assurance maladie. Donc ça reste extrêmement récent. Il est défini comme, si on reprend les définitions générales, comme un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Après, plusieurs symptômes le définissent, aussi bien physique que psychique, là encore. Au niveau physique, on peut observer souvent une fatigue qui est plutôt inhabituelle, ça fait partie des symptômes les plus fréquents. Les troubles du sommeil, type insomnie, sont notifiés aussi des tensions, des crampes musculaires, le corps réagit la plupart du temps dans ces cas-là. Une perte d'appétit, ce qui est assez fréquent et sur le long terme qui peut poser problème aussi, des troubles digestifs et des maux de tête. Après, au niveau psychique, on va observer plutôt une perte de motivation, une perte d'intérêt de manière générale, notamment dans le travail, un sentiment de tristesse, d'anxiété généralisée. On peut observer aussi une forme de sensibilité accrue qui peut générer du coup des réactions excessives ou disproportionnées. Une perte d'estime de soi, qu'on peut observer aussi beaucoup, c'est les troubles de l'attention, de la mémorisation, quoi. Et on peut aussi observer, pour finir, des troubles liés à des addictions, que ce soit alcool, tabac, médicaments ou drogue, voire même nourriture quand on bascule sur les TCA. Voilà, donc les symptômes peuvent être assez vastes et communs aussi à d'autres pathologies pour le coup. Et justement, en parlant de symptômes communs à d'autres pathologies, là, en faisant la liste, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut retrouver aussi dans le psychotrauma. Potentiellement, alors je suppute que le point commun, c'est qu'il y a une demande de ressources que les personnes ne peuvent pas forcément donner sur du long terme, ou en tout cas un épuisement des ressources qui est assez important. Aujourd'hui, il y a un principe de réalité qui fait que lorsqu'on vit un trauma, malheureusement, on n'est pas toujours en capacité de prendre des vacances ou de s'arrêter sur une longue période. Pour les personnes qui sont dans l'obligation de reprendre une activité salariale, comment est-ce qu'on peut appréhender finalement, comment est-ce qu'on peut préparer la reprise du travail ? Ce qu'on se disait, dans tous les cas, qu'on observe, c'est le premier mot d'ordre, c'est de ne pas se précipiter. Parfois, le travail peut être un élément ressource aussi pour la personne.
Encore une fois, c'est vrai qu'en fonction des contextes, ça peut ne pas l'être aussi. Mais on peut imaginer par exemple des personnes isolées socialement. Ça peut être intéressant de reprendre le travail, de retrouver une dynamique collective avec les collègues, de retrouver peut-être un environnement aussi bienveillant. Encore une fois, ça va être vraiment au cas par cas en fonction des personnes. Et si à l'inverse, c'est un environnement stressant, exigeant, ça peut représenter un risque majeur de développer des troubles qui vont s'ajouter aux troubles déjà existants. Le salarié qui va être dans cette position-là va potentiellement être en situation de vulnérabilité. Parfois, on ne sait pas forcément comment faire, quoi, par rapport à cette vulnérabilité-là, comment l'accompagner, comment l'accueillir, et surtout encore plus dans des situations au travail, dans l'organisation, où on sent que le rythme est assez intense en général. Enfin, on est sur des préoccupations différentes. C'est ce qui fait partie aussi des préoccupations qu'un employeur et une entreprise doivent pouvoir développer, et c'est ce qui se passe avec les actions de RPS ou de QVT, quoi. L'idée, c'est ça, c'est que l'organisation n'accentue pas les symptômes de détresse de la personne. Ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est que l'entreprise puisse aussi prévoir, par exemple, un accompagnement sur 6 mois de cette personne-là, avec des entretiens on va dire réguliers, pour voir comment se passe sa situation, comment il appréhende son travail. Si on ajoute un petit peu la participation des services de santé, comme la médecine du travail, qui, en tout cas, moi, dans les cas de figure que je peux accompagner à l'heure actuelle, cet accompagnement-là, il est majeur aussi, parce que ça permet d'accompagner justement aussi l'employeur au passage sur quels aménagements avoir en fonction de la situation du salarié ou de l'agent concerné. Peut-être aussi avec un mi-temps thérapeutique ou quelqu'un par exemple qui a été agressé dans le cadre d'un service public, comment l'extraire un petit peu de ce service public-là, mais le faire reprendre, revenir sur les lieux, réappréhender si en plus l'événement a eu lieu sur le lieu de travail, etc. Enfin, ça va permettre en tout cas une exposition aussi progressive, tout en ayant un accompagnement comme ça pour le salarié dans la rassurance en fait, pour reprendre confiance aussi. Une reprise en douceur est assez idéale quand ça peut être vraiment accompagné par l'employeur, par les services de santé. À qui est-ce qu'on doit s'adresser en tant que salarié pour pouvoir demander à ce que quelque chose soit mis en place? Est-ce que c'est la médecine du travail? Est-ce que c'est directement à notre employeur? Est-ce qu'il y a une procédure qui existe actuellement? Comment ça se passe? Il n'y a pas forcément de procédure, mais en général, c'est le médecin du travail qui est quand même un interlocuteur incontournable. Après, ça dépend beaucoup aussi de la relation qu'on entretient avec son employeur. Parfois, on peut se sentir assez à l'aise pour pouvoir en parler à son employeur, même si c'est pas spontané. Bon, allez, je gère tout seul, puis ça va passer, et puis le travail va me permettre de passer à autre chose, d'oublier, enfin d'aller mieux. C'est une stratégie. La médecine du travail est là aussi pour accompagner le salarié et voir si, éventuellement, faire des évaluations pour voir s'il est en capacité de reprendre totalement ou à temps partiel, ou s'il y a besoin peut-être éventuellement d'un réaménagement de poste. Ça va beaucoup aussi être influencé par la taille en fait de l'organisation. C'est clair qu'une institution, un grand groupe, l'organisation peut être du coup très différente, alors qu'une PME va peut-être pas en effet avoir les mêmes réflexes, les mêmes ressources. Mais c'est un discours qu'on entend souvent, des victimes qui ont repris le travail le lendemain, qui ont tenu 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui finalement, au bout d'1 an, quand on pense que ça y est, on est passé à autre chose, et finalement c'est à ce moment-là que tout ressort. Ça le fait aussi avec les victimes qui sont parfois en couple, où il y en a un qui craque, et du coup l'autre prend tout sur ses épaules, et après les rôles s'inversent. Ouais. Et finalement, on finit par ne plus savoir comment sortir de cette espèce de cercle vicieux qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, comme vous disiez, finalement, que ce soit la médecine du travail, ou les supérieurs de votre entreprise, ou votre médecin traitant, ou votre psychologue, votre psychiatre, il y a des gens qui sont formés et qui sont prêts à vous accompagner et à faire des attestations si besoin pour expliquer votre état et peut-être donner des préconisations, des idées pour adapter votre travail et pour adapter votre milieu de vie à l'événement que vous avez vécu, parce que un psychotrauma, quoi qu'on en dise, c'est un événement qui est quand même extrêmement bouleversant pour n'importe qui et qui va souffler sur tout le quotidien qu'une personne avait avant de le vivre. Et justement, ce qu'on retrouve assez régulièrement dans les personnes qui vivent un psychotrauma, c'est un peu cette perte de sens
dans le travail qu'ils font. On a beaucoup de personnes qui pensent à se réorienter après avoir vécu un événement dramatique. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on a cette perte de sens ? Elle peut, je pense, s'expliquer du fait que dans le cadre d'un psychotrauma, d'avoir vécu un drame, quelque chose qui a fait vraiment point de bascule dans l'histoire de la personne, il y a en effet, le quotidien reprend un sens un peu différent. Quand on est confronté notamment à des situations où on a cru qu'on allait mourir, où on a été confronté à la mort, à la perte de quelqu'un, etc., ça vient quelque part naturellement rééquilibrer certaines choses, où en effet la petite broutille du quotidien finalement reste une broutille là où elle prenait beaucoup de place. Voilà, on va finalement re-questionner soit son travail, soit son environnement de travail qui jusque-là pouvait tolérer pour plein de raisons, et puis finalement là ça devient insupportable et on se dit définitivement il faut... Donc ça peut opérer en effet des changements majeurs. Je trouve que ça fait comme des points de déflagration un petit peu dans l'histoire, qu'elles soient individuelles ou collectives comme ça, et qui redistribue en effet un peu les cartes, et qui peut amener en effet à ce volonté de faire évoluer sa vie pro, voire d'aller sur des réorientations complètes. Des espèces de découvertes aussi pour les personnes qui vivent un psychotrauma. Je pense par exemple à l'art-thérapie. On a beaucoup de patients qui se découvrent un talent ou une passion pour l'écriture, pour la peinture, peu importe, et qui finalement trouvent plus de sens dans cette nouvelle activité et décident de partir avec quelque chose de peut-être plus artistique par exemple, pour développer cette chose qu'ils avaient peut-être jamais essayé auparavant. Comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe quand on a cette idée qui nous trotte dans la tête ? Comment savoir vers quoi se tourner ? Comment savoir vers quel type d'emploi ? Ouais, c'est vrai que un des dispositifs qui est particulièrement intéressant, c'est le bilan de compétences, qui est en plus un dispositif qui peut assez aisément se mettre en place, soit par le biais de l'employeur, soit par le biais d'une démarche tout à fait personnelle, via le compte de formation, le compte personnel de formation, le CPF. Donc en général, ça reste des procédures assez simples d'enclencher ça. Donc une fois aussi que on est dans un état de stabilité aussi, dans quelque chose où on a aussi, c'est tout bête, mais on s'est reposé. On est on sent que nos émotions se rééquilibrent aussi. Faire un bilan de compétences, c'est assez engageant. Donc le faire alors qu'on est déjà en train de gérer des tensions internes, et puis où on est en train de se poser des questions sur nos propres besoins, sur le sens des choses, du travail, ça risque de faire un peu beaucoup. Faut y aller encore une fois étape par étape. Voilà, prise en charge plutôt psychologique, du soutien social dans un premier temps, du repos, essayer d'être à son rythme. Quand on vit ce genre de choses, on a envie que les choses reviennent vite à la normale, alors que le facteur majeur, c'est le temps. Parce que je dis souvent, le temps fait son œuvre, mais littéralement. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Et comme tu le dis très justement, Vincent, la gestion émotionnelle, c'est une telle révolution à ce moment-là que c'est pas à ce moment-là qu'on prend les meilleures décisions, qu'il vaut mieux qu'en effet quelque chose se calme et s'apaise à ce niveau-là, pour récupérer aussi une attention, une lucidité sur, en effet, je veux vraiment opérer un changement, et là je me sens capable de le faire, et là je me lance dans une dynamique de bilan qui permet de refaire le point sur l'ensemble de son parcours, de comprendre en effet que peut-être ce qui s'est passé récemment a été majeur dans la façon de percevoir les choses, mais de pouvoir y réfléchir, encore une fois aussi avec le temps. Un bilan, c'est 24 heures, donc en effet, ça s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois. En plus des bilans de compétences, il y a aussi le CEP. Qu'est-ce que c'est ? C'est un conseil en évolution pro. En fait, ils sont organisés de façon locale. Et rien qu'en allant sur le site web Mon CEP, on peut solliciter un rendez-vous, qu'il soit en présentiel ou en distanciel. C'est du coup une démarche gratuite qui permet d'échanger avec un conseiller en évolution professionnelle, quelle que soit l'avancée de son projet. Et il peut du coup lui-même conseiller en effet les étapes par lesquelles il serait préférable de rentrer. Il peut suggérer aussi du coup l'établissement d'un bilan de compétences, parce que l'idée mérite d'être un petit peu plus réfléchi. Ça permet d'avoir ce contact-là, et puis de garder ce contact-là au long cours, parce que c'est quelqu'un qui peut aussi reprendre des nouvelles, voir un petit peu comment les choses avancent. C'est des choses qui peuvent se faire pendant le temps d'arrêt de travail aussi. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas penser qu'il y a des droits et des possibilités de faire ces démarches-là aussi, qui vont nous permettre aussi de nous remettre en action progressivement, quoi. Ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que là, on parle de quelque chose de très global. Évidemment, il y a beaucoup de cas par cas. Ouais. Ça dépend de la personnalité des gens, ça dépend du travail qu'ils font, ça dépend de l'événement qu'ils ont vécu. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, et personne ne réagit pareil, et personne n'aura besoin du même temps, de la même temporalité. Et voilà, faut savoir être à l'écoute de soi-même, et patient et bienveillant aussi envers soi-même, parce que malheureusement, ce sont des choses qu'on ne peut pas maîtriser, même avec la meilleure intention du monde.
Est-ce que vous auriez des documents ou des livres à proposer aux gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés par le sujet et qui voudraient en savoir un petit peu plus ? Alors pour les professionnels, moi, il y en a un que j'ai pris plaisir à lire qui s'intitule Burnout et stress post-traumatique, qui a été écrit par Abdelhalim Boudouka, qui est assez intéressant. Alors peut-être plus une lecture pour les professionnels, mais encore elle reste assez accessible pour bien distinguer en effet justement ce qui est de l'ordre du burnout et du stress post-traumatique et comment parfois les deux dans certaines situations s'associent et comment on peut accompagner à la prise en charge thérapeutique de ces éléments-là. Je pense à Se reconstruire après un burn-out de Sabine Bataille, qui est plutôt bien fait aussi. Les rescapés du burn-out, pareil, c'est sous forme de BD, c'est très bien amené, très ouvert au grand public, et de comprendre aussi ce qui est en jeu, de normaliser aussi un petit peu ce qui se passe, et de comment on peut prendre en charge aussi ces différents éléments avec toutes les thérapies qui peuvent exister, entre autres. Réinventer sa vie, c'est un titre qui fait très vendeur, marketing, un peu développement personnel, mais qui est fait vraiment par un psychologue, par Jeffrey Young, du coup, et qui permet de poser des questions aussi sur nos automatismes de fonctionnement, de schéma, et quand on est face à de la vulnérabilité, encore une fois, des déséquilibres émotionnels, c'est toujours intéressant aussi de pouvoir lire quelque chose qui résonne pour nous dans les schémas de fonctionnement qu'on peut avoir à ce moment-là, quoi. Jung et les thérapies des schémas, pour ceux qui sont un peu familiers à l'approche de thérapie cognitivo-comportementale, c'est quelque chose qu'on peut souvent retrouver auprès des thérapeutes TCC. Donc si ce livre vous parle, c'est potentiellement vers un psychologue en TCC que vous pourriez avoir des affinités pour une prise en charge. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.